Alors là, on va regarder le développement émotionnel chez l'enfant. Et souvent, quand je travaille avec les écoles, avec les équipes écoles, j'ai des questions sur le développement émotionnel. C'est vrai que c'est une thématique qu'on aborde de plus en plus dans nos écoles, que je trouve très bien. Mais je remarque qu'il y a encore une confusion sur comment est-ce que les émotions se développent, c'est quoi la nature des émotions, comment est-ce qu'on s'y apprête pour aider au développement émotionnel. On a tendance à y aller d'une manière didactique, d'essayer d'enseigner les émotions. Ça vient beaucoup par la tête au lieu de venir par le cœur, par les expériences, l'expérientiel, je veux dire, par le sensoriel et ainsi de suite. Avant que je rentre dans l'accompagnement du développement émotionnel, je pense que ça serait bon que je prenne un instant pour vous expliquer une diapositive qui vient du matériel Neufeld sur la nature des émotions et la façon dont les émotions se déploient et prennent de la maturation. Euh, Souvent, on a tendance à penser que une maturité émotionnelle veut dire que nous sommes capables de mélanger, ça veut dire tempérer, là, juste pour ceux qui voient ce mot-là, c'est comme un nouveau mot tout d'un coup, là. Tempérance, mélanger, se réguler, tout ça, c'est tout synonyme. Puis on a souvent le focus sur la régulation des émotions, de réfléchir sur nos émotions. Puis comme vous pouvez remarquer sur cette diapositive-là avec l'escalier, on est vraiment dans les dernières étapes avant qu'on commence, avant qu'on se rende, pardon, à la réflexion sur les émotions et de se réguler dans nos émotions, il faut tout d'abord avoir une relation avec nos émotions. Est-ce que nous ressentons nos émotions? Combien d'enfants euh, passent leur jour après jour dans leurs émotions. Ils ont toutes sortes de réactions, toutes sortes de comportements, mais quand on leur pose la question pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, ils n'ont pas d'explication, ils n'ont pas de mots, ils sont perdus, confus. Il est possible, il y a peut-être une question là, tu sais, on en avait parlé plus tôt aujourd'hui là, sur la capacité de verbaliser son émotion et ainsi de suite. Mais il y a peut-être une question aussi de ne pas ressentir. Il y a une différence entre une émotion et un sentiment. Une émotion, c'est l'élément qui est chimique, qui nous affecte au niveau physiologique. Quand quand on est fâché, on rentre dans notre réponse de stress, dans le fight, dans le combattre. Quand on a peur, puis qu'on est dans notre système nerveux central, on tombe dans la fuite. Ça, c'est tout l'aspect émotionnel. Quand on est triste, on pleure, on a des réactions physiologiques. Ça, c'est l'émotion. Mais on peut avoir une émotion sans la ressentir. Puis ça, c'est vrai à tous les âges. C'est pas juste chez nos jeunes enfants. Où est-ce qu'on peut passer nos journées à se faire pousser à gauche et à droite par nos émotions et qu'on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient tant aussi longtemps qu'on n'a pas une rétroaction de quelqu'un d'autre qui nous dit Hey, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Pourquoi est-ce que tu m'as poussé? Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Puis c'est là que peut-être que la réaction, la rétroaction de l'autre nous fait reconnaître tout d'un coup qu'on a fait quelque chose, mais la personne flotte un peu dans ses émotions sans être dans la conscience et dans la reconnaissance de la chose. Alors voilà la différence entre une émotion et un ressenti. Mais si on ne ressent pas nos émotions, comment pouvons-nous avoir une relation avec une émotion que nous ne ressentons pas, que nous ne reconnaissons même pas sa présence dans notre corps? Très difficile d'avoir une relation avec une émotion inconsciente, encore plus difficile de gérer, de réguler une émotion inconsciente et d'avoir une réflexion sur la chose. Alors, au tout prime abord, avant même de parler de réflexion et de régulation émotionnelle, nous devons tout d'abord avoir l'opportunité d'exprimer nos émotions. Combien d'enfants ont le message dans leur maisonnée qu'ils n'ont pas permission de vivre certaines émotions, que les larmes n'ont pas leur place, que l'attaque n'a pas sa place, que la peur avec la fuite n'a pas sa place, qu'on essaye de catégoriser les émotions en bonnes émotions ou émotions à changer autrement. Comment pouvons-nous avoir une relation avec une émotion qui ne devrait pas être, que nous avons honte d'avoir, que nous nous sentons coupables de vivre? Alors, en prime abord, il faut vraiment prendre le temps, pas juste d'avoir les mots,
Des fois, on a tout le vocabulaire des émotions, mais on n'est pas capable de venir jumeler le mot à l'expérience. Comment pouvons-nous, en tant qu'adultes, venir accompagner nos enfants dans comment on appelle ça, dans cette croissance émotionnelle, de les aider à exprimer leurs émotions de différentes façons, de découvrir des façons plus saines que d'autres à exprimer. Quand on est fâché, frapper n'est pas la seule réponse à canaliser sa frustration. Il y a d'autres façons qu'on peut s'y prendre pour venir ressortir notre frustration. Comment est-ce qu'on peut les aider à explorer ça, à venir essayer des choses, voir qu'est-ce qui fonctionne pour eux, qu'est-ce qui fonctionne pas pour eux. On est chacun unique dans notre façon d'être poussé par nos émotions. On a aussi chacun notre tendance. Il y a des enfants qui frappent, il y a des enfants qui crient, il y a des enfants qui donnent des coups de pied, il y en a qui mordent, il y en a qui disent des mauvais mots. On a tous notre façon, notre tangente de faire ressortir nos émotions. Avant qu'on parle de respiration, tu sais, souvent on a la tendance de tomber vite dans les solutions. On parle de la méditation, de la mindfulness, de parler de respiration. Un enfant qui donne des coups de pied ou des coups de poing, c'est un très gros saut de passer de un coup de pied, un coup de poing à une respiration. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entre-deux pour les aider tranquillement à se rendre vers une canalisation qui est plus mature, qui est plus adéquate? Mais avant de faire tout ça, il faut que l'enfant se sente invité dans son expression émotionnelle, qu'on trouve les mots ensemble. Comment est-ce que nous, on peut modéliser notre propre expérience d'émotion? On les aide à sentir assez en sécurité pour qu'ils puissent être en lien avec leurs émotions, les ressentir, avoir la matière disponible pour pouvoir ensuite réfléchir et mélanger. Alors, si on revient au développement émotionnel, le développement émotionnel au cours des premières années vise à favoriser la croissance émotionnelle et le bien-être à travers la découverte de soi par rapport à nos émotions, l'exploration, l'expérience et le développement des capacités à exprimer, ressentir et peut-être commencer à tempérer ces émotions-là, mais pas avant les deux autres. La reconnaissance des différentes sensations corporelles liées à chaque émotion. Est-ce que les enfants savent qu'est-ce que ça veut dire pleurer? Est-ce que quand ils sentent des papillons dans le ventre, ils savent qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils sentent la chaleur dans leurs mains ou qu'ils ont mal à la tête ou qu'ils sentent leur cœur qui débat, est-ce qu'ils sont capables de reconnaître ces expériences-là sensorielles et de les rattacher à une émotion, à un vécu émotionnel? La croissance du sentiment de confort et de confiance dans l'accompagnement du parcours émotionnel. Comment est-ce qu'on peut les aider à venir normaliser leurs émotions? Combien d'enfants se sentent mal dans leurs larmes, ont mal au ventre, dans leur peur, qui se sentent pas bien dans leur frustration? Comment est-ce qu'on peut les aider à apprivoiser ces émotions-là et de trouver comment passer au travers et de les vivre? Être émotionnellement mature, ultimement, va signifier à tempérer ses émotions, mais pas avant qu'on fasse le reste. Et dans l'entre-deux, ils ont besoin de nous pour qu'on puisse co-réguler avec eux. Ils sont nullement prêts à de l'autorégulation. Ils sont encore dans une place où est-ce qu'on a besoin de le faire avec eux, d'être leur cortex préfrontal pour eux, de modéliser ces choses-là, que ce soit dans la discussion ou que ce soit même dans des activités non verbales. Beaucoup, beaucoup de nos enfants ont de la difficulté à parler de leurs propres émotions. Peut-être qu'on peut l'ancrer dans une histoire d'un personnage dans un livre, qu'on utilise des marionnettes, même dans des activités non verbales, par la musique. La musique, là, c'est magique. De venir ressentir des émotions par la musique. Quelle expérience. Je vais en parler un peu plus tantôt, là, je voulais juste faire le point, mais avant que j'y aille, je voulais juste vous dire que si l'émotion n'est pas invitée à être exprimée, qu'elle est refoulée, parce que l'enfant ne sent pas l'invitation ou ne sait pas par quel moyen l'extérioriser,
ce qui va finir par arriver, c'est que l'émotion ne se dissipe pas seule. Elle finit par s'accumuler, 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 puis à un moment donné, elle prend une tangente et elle explose. Alors, on a l'analogie ici du slinky qui a une belle fluidité quand tout va bien, mais que quand on refoule, on refoule, on repousse, on exclut, mais malheureusement, on accumule, puis pouf, l'émotion finit par exploser. Alors, dans notre accompagnement émotionnel, on peut profiter d'histoires, de jeux, où est-ce qu'on peut explorer les émotions, utiliser des photos avec les vrais visages des enfants. Ça ne marche pas d'utiliser des pictogrammes. Un enfant ne peut pas reconnaître une émotion par une image qui est comment on dit ça, donc, un dessin animé. Ils ont besoin d'avoir la vraie expression faciale, de voir dans un miroir ou que nous, on leur montre sur notre visage, ça ressemble à quoi certaines émotions, par des activités artistiques, par le dessin, par la peinture, par la danse, le mouvement. Il y a tellement de belles activités. Il y a un manuel qui, malheureusement, n'a pas été traduit encore de Hannah Beach. Hannah Beach, c'est l'auteur qui a écrit le livre Reclaiming Our Students. Un bel écrit, je l'ai écrit dans le clavardage, là, Reclaiming Our Students. Et avec son livre, elle a créé un manuel Inside Out qui est rempli d'activités artistiques, exutoires des émotions, où est-ce qu'on explore, on fait ressortir notre trop-plein, et ainsi de suite. Elles sont adaptées à tous les âges. Je vous montre à l'instant le lien. Vous allez avoir ces diapositives-là pour aller télécharger le guide, qui est malheureusement, comme je vous disais, seulement en anglais. Vous allez sur ce lien-là et vous rentrez le mot de passe expérience. Vous allez avoir accès à son livret. En même temps, ça a été traduit. Par contre, je les ai sur mon site web. Il y a 4 différents éditoriaux que Hannah a écrits, où est-ce qu'elle a extrapolé des exemples dans son guide qu'elle a mis en éditorial. On en a on en a 2 sur la musique, 2 sur, un sur voyons, un sur la musique et le gribouillage, un sur encore avec le dessin et la musique, un sur l'activité physique et la musique, et celui-là, c'est sur l'activité physique et l'extériorisation des émotions par l'activité. Je vous invite à aller les voir. C'est des belles activités à faire. L'autre chose que je vous invite à aller regarder, ma collègue Lucie Brisebois de Riverside, qui a fait un Padlet sur les émotions, sur l'attachement, en a fait 3 autres sur des livres et des activités et en anglais et en français. 2 sur les émotions, un sur nommer les émotions, un sur les expressions créatives concernant les émotions et l'autre, c'est sur les activités physiques pour aider à extérioriser les émotions qui peut se faire en dedans ou dehors. Je vous suggère dehors plus qu'en dedans, mais ça peut se faire en dedans aussi. Il y a toutes sortes de belles histoires, de belles activités. Je vous invite à aller voir les Padlets. J'ai aussi sur mon site web, vous avez le lien ici. J'aurais dû le mettre en français, le lien, désolé. Sur tous les livres pour enfants que nous suggérons qui parlent des émotions. On a une capsule vidéo qui malheureusement est qu'en anglais pour l'instant sur le jeu de rôle, sur se costumer et ainsi de suite. Puis on a cette photo, cette image avec les vrais visages des enfants qui est gratuite que vous pouvez télécharger sur le site. Alors, quand on rentre justement dans les activités, je parlais de photos, d'activités créatives, on pourrait utiliser des déguisements, des marionnettes, des jeux de rôle, l'imaginaire des enfants par le jeu. Honnêtement, une fois qu'on y voit par cette lunette-là, il y a tellement de possibilités d'activités. Il faut absolument se retirer d'une approche cognitive avec les émotions. Il faut rentrer dans l'expérientiel, aller dans le jeu, dans le mouvement, dans les activités, par l'expérientiel. Tout ça fait la différence pour venir découvrir nos sensations corporelles, avoir une silhouette que les enfants peuvent aller dessiner, dans quelle partie du corps ils ressentent quoi, qui viennent toucher à des textures pour venir les aider à ressentir certaines choses par le corps. Même dans, où est-ce que je lis ça? Ici, excuse, c'était le prochain point, de les aider à faire l'expérience d'une sensation réconfortante et apaisante.
Nous avons des enfants dans nos classes qui ont rarement ou jamais des expériences de réconfort et d'apaisement. Puis après ça, on leur demande de s'apaiser. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas par où commencer. Comment est-ce qu'on peut les aider à vivre l'expérience avec nous, à travers les sens, jouer de la musique douce, tamiser les lumières, toucher des textures différentes qui sont douces et confortables, des matériaux sensoriels, des scènes de nature apaisantes, des fragrances, j'aurais dû marquer fragrances ici, qui sont réconfortantes, et ainsi de suite. Par tous les sens, on peut les aider à découvrir leur sentiment de confort et d'apaisement. En même temps, il faut s'assurer que nos enfants soient disponibles pour explorer leurs émotions. Alors, il faut répondre à leurs besoins de base à prime abord, de leur donner de la place pour le jeu, le mouvement, le répit, d'aller à l'extérieur. Tout ça les aide à être disponibles pour les apprentissages, l'expérience, le développement des émotions. Mais s'ils ne sont pas disponibles, s'ils ne sont pas apaisés, s'ils sont en mode survie, ça ne va pas s'intégrer. On a besoin d'avoir, tu sais, tantôt je parlais des bonnes conditions, c'est ça les bonnes conditions, c'est de répondre à ces besoins-là en prime abord et par la suite, on va regarder la prochaine étape qui est de développer ces habiletés-là. Il faut être prudent quand on parle d'émotions, de ne pas les catégoriser en bonnes et mauvaises émotions, ou est-ce que ça peut leur amener un sentiment de culpabilité ou de honte, parce que sinon, ils ne vont pas bâtir de relations avec leurs émotions si elles ne devraient pas être. Et j'en ai parlé de l'importance de la co-régulation, mais c'est important aussi de concevoir que le développement émotionnel, son objectif, c'est pas juste de se rendre à l'autorégulation. D'avoir une bonne santé émotionnelle devrait être le premier objectif. Ensuite, la régulation émotionnelle va venir, mais pas sans avoir une santé émotionnelle. D'utiliser le jeu pour les aider à se défouler, à vivre l'expérience de leurs émotions dans une situation qui est non réelle. Il y a beaucoup d'enfants qui ne se permettent pas de vivre leurs émotions dans le vrai temps parce que ça leur fait trop mal, parce qu'ils se sentent trop mal à l'aise. Ils sont capables, par l'intermédiaire d'un jeu, d'un personnage, de rentrer dans l'histoire de ce personnage-là et de vivre indirectement les émotions de ce personnage. Ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau ne fait pas la distinction entre une émotion réelle et une émotion imaginaire. Notre cerveau est capable de grandir à travers l'expérience imaginaire d'émotions d'autres. Alors qu'on en profite par les jeux et les activités de pouvoir mettre en lumière et d'être exposé à nos émotions. Même chose avec le développement social. Le développement social des jeunes enfants s'appuie sur comment ils vivent l'expérience de qui ils sont et la manière dont ils perçoivent et expérimentent leurs interactions avec d'autres sans être en lien avec soi-même, sans avoir de sens de soi, sans être dans l'individuation. Il n'y a aucune possibilité de savoir comment être avec l'autre si on ne sait pas comment être avec soi-même. Comment est-ce qu'on peut les aider à explorer et à s'engager avec leur environnement, d'établir un sentiment d'appartenance avec les autres, d'avoir une expérience positive en premier avec autrui, de construire leur sens de soi, qui est le début du développement relationnel, et d'explorer la pratique progressive des compétences sociales afin s'intégrer positivement avec les autres. Ça va venir éventuellement, mais pas avant qu'on travaille sur soi-même. Alors, d'être mature de manière sociale, ce que ça veut dire, c'est d'être capable de considérer les autres et de bien s'intégrer aux autres sans se perdre et se fusionner soi-même. Puis à leur jeune âge, ils ne sont pas encore capables, merci Sonia d'avoir mis le mot de passe dans le clavardage, ils ne sont pas encore capables d'interagir de façon adéquate avec les autres parce qu'ils sont vraiment encore en début de pratique. Comment est-ce qu'on peut les aider à définir leur sens de soi? De les aider à découvrir qui ils sont eux. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Pas qu'est-ce que l'autre ressent par rapport à eux, qu'est-ce qu'eux ressentent par rapport à eux-mêmes.
Et comment est-ce qu'on peut les aider à jouer avec les autres sans se perdre? Ça prend du temps, ça prend de la structure, ça prend de l'accompagnement. Il ne faut pas avoir trop d'enfants à la fois. C'est bien d'avoir deux ou trois maximum où est-ce qu'ils peuvent jouer en petits groupes pour tranquillement s'exposer aux autres. Vous savez, je pense que je l'ai mentionné tantôt, mais nos écoles n'ont pas été conçues avec le développement en tête. Techniquement, si on avait conçu le modèle de l'école selon notre développement et l'attachement, on aurait mis des enfants de différents âges dans la même salle de classe pour que les plus vieux soient des exemples aux plus jeunes pour pouvoir modéliser et renforcer le message de l'adulte. Le fait d'avoir mis des enfants du même âge dans le même groupe, ils ne peuvent pas s'aider entre l'un et l'autre. Ils ne sont pas un bon modèle. Eux-mêmes sont en train de découvrir leur propre sens de soi-même. Ils ne peuvent pas venir aider leur ami à côté à pouvoir interagir comme il faut dans des relations si eux-mêmes ne le savent pas. Alors, les pratiques dans le développement du développement social passent autour d'introduire, de modéliser, de susciter pas juste les attentes pardon, des adultes, mais qu'on vienne leur montrer comment est-ce qu'on fait les choses. Ça ressemble à quoi une interaction positive? On peut donner des exemples à travers des histoires, utiliser de la musique, par des jeux de rôle, des activités amusantes. Comment est-ce qu'on peut rendre ça attrayant pour les enfants et pas juste en parler de manière cognitive, mais de les amener à s'embarquer dans la dynamique avec nous? Et les histoires sont pas juste pour venir découvrir des exemples de situations sociales, une gamme, une variété, un éventail de situations sociales, mais même d'utiliser ces histoires-là où est-ce qu'on pourrait, à la limite, les réutiliser dans un jeu de rôle pour les aider à découvrir comment est-ce qu'ils se ressentent, eux, à la place du personnage dans cette situation X. On peut utiliser des Legos, où est-ce que l'on peut créer des bonhommes et des scènes avec les Legos, des marionnettes, des masques, des jeux de rôle. Comment est-ce que les adultes peuvent venir être le narrateur? Pas juste des exemples à ne pas faire, mais aussi des exemples positifs. À quoi qu'on s'attend de eux? Ça ressemble à quoi la version positive de nos attentes? Et similairement au développement émotionnel, ils ne sont pas disponibles à développer leur développement social si les bonnes conditions ne sont pas mises en place. S'assurer que l'aménagement de l'espace physique de la classe a été mis en place de manière intentionnelle. Un enfant hypersensible, un enfant dans la douance, dans la sensibilité sensorielle et qui se fait submerger par son surstimulation sensorielle ne sera pas disponible à autre chose s'ils sont trop pris par leurs sensations. Comment est-ce qu'on peut venir mettre en place un environnement qui est favorable pour ces enfants-là, d'être le bon adulte bienveillant alpha, d'avoir des structures et des routines qui sont cohérentes et prévisibles, une bonne surveillance adéquate, mettre les enfants en plus petits groupes avec plus d'adultes, de les accompagner durant les transitions. Les enfants ne réagissent pas bien aux transitions. Ils ne sont pas encore assez bien développés dans leur cerveau pour bien gérer des transitions. Comment est-ce qu'on peut les aider à rendre la transition progressive, la diviser en petites étapes et ainsi de suite, les amener en plein air pour venir changer leur contexte? Et encore une fois, similairement à l'autorégulation, bien, c'est la même affaire avec le développement social. Notre focus n'est pas juste d'amener les enfants à bien s'entendre les uns les autres. Le développement social est bien plus complexe et profond que ça. Il faut être prudent aussi dans la façon dont nous attribuons le comportement face à l'identité de l'enfant. Si l'enfant pense que c'est eux qui sont pas bons, que c'est eux qui sont méchants, plutôt que c'est un comportement qui pourrait être amélioré, bien, si ils bâtissent une honte ou un malaise par rapport à ça, ils ne seront pas disponibles pour grandir. Alors, de venir normaliser et valider les émotions sous-jacentes. Ça ne veut pas dire qu'on va féliciter le mauvais comportement, mais est-ce qu'on peut quand même faire de la place pour les émotions derrière? Utiliser des jeux pour les aider à pratiquer, à être en rang, d'écouter les consignes. Un beau jeu qui existe depuis très longtemps, c'est Jandy. Jandy, c'est un bel exemple de comment les aider de manière ludique à venir pratiquer, à écouter des consignes, à attendre leur tour et ainsi de suite. On pourrait jouer au jeu de la chaise musicale. Ça en est un autre beau jeu.
Un, deux, trois soleils, il y en a tellement des exemples de jeux. Ultimement, ce qu'ils ont besoin de nous, c'est que nous sommes pour eux leur cortex préfrontal à leur place, que nous voyons où sont les situations qui vont les déclencher, qu'on mette en place les bonnes structures et routines pour compenser pour leur immaturité, qu'on les garde à l'écart des situations qui les dépassent au niveau de leur habileté développementale, qu'on scénarise les comportements appropriés plutôt qu'à s'attendre à ce qu'ils soient capables de la considération pour l'autre, qu'on minimise l'influence des pairs. Je parlais avec l'autre groupe de jouer avec les autres enfants et que l'importance à court terme, c'est la présence des adultes. Un père n'est pas un bon exemple pour un père. C'est l'adulte qui est le bon modèle. De ne pas laisser les enfants en grand groupe par eux-mêmes sans assez de surveillance et de structure. Ils ne sont pas assez matures pour le gérer. L'importance du jeu. J'en ai parlé un petit peu à travers le développement émotionnel, le développement social. Le jeu est beaucoup plus important que juste ces deux sphères-là. Le jeu aide l'enfant à donner un sens à leur monde. Il développe le cerveau par le biais d'expériences et non pas par le biais de leçons. Il permet aux enfants de gérer leurs émotions à petite dose à travers le jeu. Lorsque le jeu est limité, le bien-être émotionnel et le développement du cerveau sont directement affectés. Il y a des études qui ont démontré que la baisse de jeu dans notre société est directement liée à l'augmentation de la santé mentale chez nos enfants. Ce n'est pas un hasard. C'est le manque de jeu qui a un impact. Le jeu fait grandir le cerveau, il favorise le bien-être émotionnel et il aide à créer des liens forts d'attachement. Quand que je parle de jeu, c'est important que je parle de la distinction entre tout type de jeu et le jeu véritable. Le jeu véritable, c'est une activité qui est spontanée, qui ne peut être enseignée ou commandée. Le jeu véritable est dans l'imaginaire, où est-ce qu'il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de résultante. Alors, un enfant qui joue à un jeu de société, qui joue à un sport où est-ce qu'il y a un gagnant, un perdant, ce n'est pas du jeu véritable. L'enfant ne doit pas sentir qu'il y a un objectif derrière, qu'il y a un travail à accomplir. Il a besoin d'être entièrement libre dans son exploration ludique et qui a une expression qui est interne. Quand on parle d'un enfant qui est passif devant un écran, même si c'est un jeu vidéo, ce n'est pas un jeu véritable. L'enfant doit être créateur au centre de son propre jeu. Il doit être engagé par l'activité en question et se sentir en sécurité par celle-ci. Voici les éléments clés pour que ça soit un jeu véritable. Les bienfaits de ce type de jeu-là, les études ont démontré que les capacités de co-régulation sont meilleures chez les enfants qui ont été autorisés à jouer sans interruption. Lorsque les enfants participent à une activité ludique, ils restent concentrés de manière sélective sur la situation actuelle, évitent les distractions et gardent l'information en tête. C'est le jeu qui leur permet d'avoir les habiletés nécessaires pour ensuite être un bon élève. Quand on parlait tantôt de différencier entre l'enfant et l'élève, où est-ce que l'élève, leur travail est d'apprendre, bien, en premier, ils doivent apprendre à être un enfant dans toute son essence. Ils ont besoin de découvrir à travers le jeu leurs habiletés nécessaires pour l'apprentissage. Cela permet ensuite aux enfants de développer la capacité à réfléchir, regarder, écouter et ressentir avant d'agir en fonction de leurs impulsions émotionnelles. Les études ont également démontré que le TDAH semble être lié à un déficit de temps de jeu. Il y a un auteur qui s'appelle Jack Panksepp qui a passé des années et des années à étudier le jeu et les bienfaits du jeu. Puis il a aussi regardé les conséquences du manque de jeu. Et il a été capable de démontrer à travers les rats, il a étudié les rats, où est-ce que l'interruption directe du jeu a amené chez le rat plus de symptômes style TDAH. Puis il a aussi découvert l'inverse, que le plus qu'on permettait au rat de jouer, le plus que ces symptômes-là de style TDAH se dissipaient. Ce n'est pas un hasard que nous avons de plus en plus de diagnostics de TDAH chez nos jeunes enfants. On ne devrait pas diagnostiquer un enfant de 5 ans comme ayant un problème de TDAH.
Un enfant de 5 ans a besoin de bouger, n'a pas tout à fait encore développé toute sa capacité cérébrale. Il n'y a pas tout ce qu'il faut encore pour être assez apte pour se concentrer. Alors, on est en train de médicamenter des enfants qui ne sont pas encore développés. Le plaisir d'apprendre en jouant. Le jeu est la meilleure façon d'apprendre. Il contribue au plaisir et à l'implication dans l'apprentissage. Il favorise la curiosité, l'autonomie, les compétences sociales, la créativité et la capacité à trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les enfants. Quand on parlait plus tôt dans la présentation sur les résolutions de problèmes, que les enfants ont de la difficulté avec la résolution de problèmes, le jeu est une belle place où est-ce qu'ils peuvent la pratiquer et la développer. Lorsque les enfants jouent, tous leurs sens sont en éveil et leur esprit se développe de manière extraordinaire. Alors, je vous invite à jouer, jouer, jouer. Ça devrait être le trois quarts et plus encore de leur journée devrait être dans le jeu. Et c'est tellement large le jeu, hein. Ils peuvent jouer seuls, ils peuvent jouer en petits groupes, ils peuvent jouer avec vous, sans vous, en parallèle. Et c'est à l'infini, à l'extérieur, à l'intérieur. Toutes leurs activités d'apprentissage peuvent être faites à travers le jeu. Comment est-ce qu'on peut faire de la place pour le jeu? Ou est-ce qu'ils ont des moments où ils jouent seuls? Parce que ça a des avantages. De jouer ensemble avec d'autres pour développer d'autres habiletés et aussi de jouer avec vous, les adultes, pour se connecter sur l'attachement et de ressentir des choses à travers la modélisation de l'adulte qu'il n'aurait pas autrement en jouant seul ou avec d'autres. Le jeu aide à programmer nos circuits neuronaux dans le cerveau. C'est une activité engageante et non une stimulation, le jeu. Ça fait une grosse différence dans notre développement du cerveau. Le jeu développe le cerveau qui peut ensuite être employé pour recevoir des consignes ou résoudre des problèmes. La croissance cérébrale est la plus impressionnante. La plus impressionnante se produit lorsqu'ils sont en mode jeu. Il faut faire attention, par contre, le jeu peut être facilement interrompu. Le jeu c'est quoi le mot? C'est un privilège. C'est un mot qui, c'est un mot, le jeu peut être une activité qui peut être facilement perdue. Et si elle est facilement perdue parce que l'enfant ne sent pas l'invitation, parce que la place n'y est pas faite, mais tout ça a un impact. L'excitation face au jeu et la réaction défensive face à une menace sont tous les deux dans la même racine dans le circuit neuronal. Fait que ce qui est intéressant à ça, c'est que le jeu peut être une place où est-ce que l'enfant peut pratiquer à vivre des adversités et comment est-ce qu'il vit, passer au travers de cette adversité-là. Ça lui permet d'être plus résilient, de vivre des situations déclenchantes émotionnelles à travers le jeu. Lorsque les mammifères n'ont pas peur, ils sont capables de s'engager socialement et de réguler leurs émotions défensives en utilisant le frein vagal. Le frein vagal, c'est une portion dans le cerveau qui fait partie du système parasympathique, sympathique, parasympathique. Et si on est capable de venir affronter ces systèmes-là dans le mode jeu où il n'y a pas de réelles répercussions, bien, cela permet à l'enfant de prendre des risques dans la vie réelle et de s'engager socialement parce qu'il l'aura vécu dans le mode jeu. Les expressions faciales et le timbre de voix sont les principaux signaux pour communiquer la sécurité et activer le frein vagal. Ce que ça veut dire, c'est que l'enfant porte plus de temps à porter attention à votre non-verbal, vos expressions faciales, votre timbre de voix que ce que vous dites. Tout ça leur donne des signaux à savoir s'ils sont en sécurité ou non. Puis s'ils ne sont pas en sécurité, eh bien, le jeu sera interrompu parce que, souvenez-vous, j'avais dit au début de la présentation que le cerveau a juste de la place pour de la croissance ou pour de la survie. Si le jeune est en mode survie, eh bien, il ne sera pas en mode croissance et développement. Et c'est fou à quel point que les jeunes ont perdu de l'espace pour le jeu. David Elkind, dans son texte Power of Play, raconte comme quoi qu'au cours des 2 dernières décennies, les enfants ont perdu l'équivalent de 12 heures de temps libre par semaine, dont 8 heures de jeux non structurés et d'activités de plein air.
le jeu libre non structuré, les jeux spontanés et le jeu dramatique initié par soi-même ont tous été remplacés malheureusement par les appareils numériques. Ça a un impact chez le développement chez l'enfant, le fait qu'ils n'ont pas cette possibilité-là de jouer. Stuart Brown a rajouté que les jeux en plein air ont diminué de 71% d'une seule génération aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce n'est pas une coïncidence que nous voyons une augmentation de diagnostics d'anxiété, de dépression et de TDAH qui est reliée directement à la perte de jeu chez nos enfants. Je vois que le temps file. J'ai une dernière portion que j'aimerais couvrir avant que je rentre dans les questions. J'aimerais regarder avec vous les lignes directrices dans la gestion de conflits entre les enfants. Nous avons parfois le réflexe d'amener les enfants ensemble pour régler les problèmes ou de s'excuser et ainsi de suite. J'aimerais qu'on passe étape par étape à travers ces lignes directrices. La première, si, disons, on va donner l'exemple d'un conflit où est-ce qu'un enfant a frappé un autre à cause d'un jouet chaque enfant voulait avoir le même jouet et le partage n'était pas possible. Il faut, nous, en tant qu'adultes, assumer la prise en charge pour guider les interactions avec les enfants. Premièrement, être attentif aux situations qui peuvent se transformer en réels problèmes. Si nous savons que Sarah et s'entendent pas bien, et que souvent ils se retrouvent dans du conflit, c'est peut-être pas une bonne idée de les laisser entre eux, souvent dans des activités. C'est peut-être important de venir varier les autres enfants avec qui ils vont être. Que s'ils sont pour jouer ensemble, qu'ils soient dans un plus petit groupe et avec plus de surveillance. Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas capables, par défaut, de bien s'entendre, et puis ils n'ont pas la maturité pour pouvoir gérer. Ne pas s'attendre à ce que les jeunes enfants soient capables de résoudre des conflits difficiles par eux-mêmes entre eux. Écouter chaque enfant. Alors, s'il y a eu un conflit, disons qu'il y a eu cette histoire-là de jouets et que là, un enfant a frappé l'autre, c'est important de prendre chaque enfant séparément, d'écouter d'écouter chaque enfant pour ensuite prendre une décision concernant la meilleure façon de procéder. Il ne sera pas possible de satisfaire tout le monde. Alors, si les deux enfants dans cet exemple-là veulent tous les deux le même jouet, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va être content. Peut-être qu'on va décider qu'il n'y a personne qui va l'avoir le jouet ou que chacun va l'avoir en rotation. Mais il faut s'y attendre à ce qu'il va y avoir de la frustration et de la déception face à la situation. En tant qu'adulte, indiquez que vous êtes la personne responsable et que c'est vous qui allez décider de la manière de répondre à la situation conflictuelle. Par exemple, à qui va revenir le tour de prendre le jouet? De ne pas essayer de déterminer qui a fait quoi, qui avait raison, qui a commencé, qui a fini, qui est le coupable, qui doit s'excuser. Ça, c'est le début de la fin, ce genre d'approche-là. L'important que nous devons faire, c'est pas de se concentrer sur qui a commencé puis qui a terminé, c'est d'être présent pour chacun des enfants. La vérité, c'est que souvent, des conflits sont beaucoup plus complexes que nous le croyons qu'ils semblent paraître. Des fois, on pense on a vu la situation se dérouler et nous sommes convaincus que c'est cet enfant-là qui a commencé la situation et que c'est l'autre qui reçoit qui reçoit les répercussions de cet enfant-là. Puis la vérité, c'est qu'il pourrait y avoir eu antérieurement d'autres situations reliées que peut-être que nous n'avons pas observé et qui contribuent à la situation actuelle. Nous ne pouvons pas prendre pour acquis que nous avons tous les éléments à considérer dans cette situation-là. C'est futile de chercher qui a fait quoi à qui, car on ne sait pas quel autre élément aurait pu contribuer à la situation. Par exemple, des comportements non-verbaux qui auraient pu contribuer, que nous n'avons pas vus. Il faut anticiper que les jeunes enfants immatures vont insister sur leur propre point de vue. Il n'y a pas de justice ici. La justice pour chacun, et c'est qu'ils ont le droit ou qu'ils ont raison. Souvenez-vous ce que je vous avais dit sur leur manque de maturité par rapport à leur perspective. Alors, c'est sûr que chacun va prêcher pour sa paroisse et ne sont pas capables de voir le point de vue de l'autre. Il faut accompagner l'expérience de chacun des enfants séparément. Essayer de refléter l'expérience émotionnelle, s'ils ont été frustrés, s'ils ont eu une peur, s'ils ont une quête ou une tristesse. Par exemple, je vous donne des exemples pour chacune des émotions. Ça n'a pas fonctionné pour toi, la situation. Ce n'était pas ce que tu avais imaginé. On est en train de parler de la frustration ici. Ce fut vraiment effrayant, la situation. Je comprends que tu étais inquiet. Là, ici, on parle de peur et d'alarme.
On pourrait dire, fait que là, on est en train de normaliser, de valider leurs émotions en les nommant avec eux ou pour eux. Tu voulais vraiment qu'ils jouent avec toi. Ça, c'est de la quête ou de la tristesse à la limite. Ce fut vraiment bouleversant la situation. Je comprends que tu étais triste et que tu t'es senti blessé. On est en train de nommer la tristesse. Comment est-ce que nous, on peut être leur cortex préfrontal pour eux et qu'on leur nomme les expériences avec eux ou pour les aider à modéliser et à grandir là-dedans? Ne pas essayer de donner une leçon ou de trop parler. Au lieu, faire le nécessaire pour désamorcer la situation, agir plutôt que de parler. Séparer gentiment les enfants, préserver leur dignité. Donner à l'enfant contrarié quelque chose d'autre avec lequel il pourrait jouer, par exemple, dans l'exemple que je donnais tantôt. Ou on pourrait offrir aux enfants de faire une activité différente ou de vous aider à une tâche quelconque. Ne pas imposer des excuses à moins qu'elles soient sincères. Ce n'est pas efficace d'exiger des excuses lorsqu'elles ne sont pas sincères. Même les jeunes enfants le savent lorsqu'il s'agit d'un pardon qui n'est pas véritable. Les jeunes enfants se sentent souvent mal suite à un incident. Ils ont besoin de savoir que nous comprenons à quel point il leur est difficile de se contrôler dans ce genre de circonstances. Alors, au lieu, nous pouvons aller voir l'enfant concerné et prendre le temps de nommer et de valider la blessure, modéliser l'excuse en partageant des excuses face au déroulement général de la situation, de dire à l'enfant que c'est pas ce qu'on s'attendait à ce que ça se fasse comme ça, et en même temps qu'on dise à l'enfant de façon explicite que nous sommes en train de prendre la situation en charge et qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter, qu'on est là pour eux, qu'on va s'occuper de l'autre enfant et ainsi de suite. Ce n'est pas de les amener ensemble, c'est d'intervenir séparément avec chacun des enfants. Tellement important, surtout avec l'enfant qui a fait l'action d'avoir frappé l'autre enfant. J'en avais parlé tantôt de faire le pont, de dire de manière explicite que le comportement de l'enfant n'est pas conditionnel à la relation et que peu importe ce qui est arrivé, qu'on a bien hâte à demain et qu'on va trouver une solution quand c'est la prochaine fois. Vous avez peut-être déjà vu cette affiche qui vient de la commission scolaire New Frontiers sur Bienvenue à la petite enfance et tous les éléments. Je voulais juste l'inclure parce que je la trouve tellement mignonne et qu'elle est tellement juste comme élément. Alors, j'avais ça et j'avais aussi, pour terminer, l'adresse du site web du Centre d'excellence. Je vous invite à aller regarder. On a des éditoriaux, on a des ressources, on a des activités, on a toutes sortes de choses sur le site. Présentement, je vais arrêter de partager. Présentement, nous sommes en train de créer avec Connie, avec d'autres commissions scolaires, tout un kit sur l'accompagnement au présco avec la maternelle 4 ans, 5 ans, au niveau universel, au niveau ciblé, au niveau individuel et intensif, de venir regarder plus en détail pour le développement émotionnel, le développement social. On va avoir des activités, on va avoir toutes sortes de belles ressources. Nous sommes en ce moment en train de travailler là-dessus et je suis pas mal confiante que rendu en mars-avril, quand on va se revoir, que je vais pouvoir partager avec vous ces belles ressources et qu'on pourra regarder de plus près, plus en détail, tous les éléments spécifiques autour de ces choses-là. Sonia, je t'inviterai à arrêter l'enregistrement.